Bon, je vais d'abord répondre à ces deux questions parce qu'elles sont importantes et elles vont ensemble. Ce qui est difficile quand je viens de faire cette démonstration, c'est que je vous parle des délires de l'étage supérieur. Mais il y a encore beaucoup de gens qui se battent à ce niveau-là. Il y a encore des juges intègres, il y a encore des journalistes honnêtes, etc., etc. Il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas totalement hors des règles du jeu. Même si par rapport à la justice et au droit, pour dire les choses autrement, la démocratie, c'est d'abord la capillarisation des contre-pouvoirs, c'est-à-dire le fait qu'à cet étage-là, un certain nombre de gens défendent les règles du jeu contre des gens qui les méprisent. Et évidemment, si les contre-pouvoirs disparaissent, il n'y a plus de démocratie. Or aujourd'hui, ce que j'explique dans mon dernier livre Noir Chirac, c'est que Chirac a partie liée totalement avec ceux qui sont en train de verrouiller très rapidement deux des contre-pouvoirs majeurs qu'il y a en France, c'est-à-dire la justice et les médias. La haute hiérarchie judiciaire et la propriété progressive d'un certain nombre de médias, l'un des derniers épisodes étant le Figaro, conquis par Serge Dassault, l'héritier du lobby militaro-industriel, mais c'est pas fini. Donc on voit bien que, à la fois, aujourd'hui, on assiste à des choses qui donnent un espoir formidable. Hier, dans Le Monde, vous avez vu, nous avons créé une association avec Maître Bourdon, qui m'a défendu contre les chefs d'État, et cette association a porté plainte au nom de 7 paysans camerounais dont les plantations ont été massacrées par un exploitant forestier français. Et en fait, on en a tout à fait le droit, puisque Rougier est de droit français. Et par conséquent, nous avons créé une association pour porter les plaintes des gens qui sont victimes au Sud des sociétés françaises. Et c'est tout à fait possible. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans le même genre. Pour la première fois, un trafic d'armes a été dénoncé par un petit juge, comme on dit. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a 40 ans, Maître Jacques Vergès inventait la stratégie de rupture pour défendre les Algériens colonisés qui se battaient pour leur indépendance en disant « Nous contestons radicalement la justice française ». 40 ans plus tard, Maître Vergès a changé de camp et avec les avocats des puissants, il est obligé d'inventer une stratégie de rupture pour essayer de déstabiliser les juges, Courroy, Van Humbeck ou les autres, qui sont en train de combattre les puissants. C'est quand même étonnant, c'est un signe d'espoir, ça. Quelque part, la justice aurait-elle commencé à changer de camp? Mais je pourrais vous donner des tas d'exemples. Il y a aujourd'hui tout un tas de procédures contre Sassou Nguesso, contre un certain nombre de dictateurs africains qui sont en train de naître à partir des lois internationales sur les crimes contre l'humanité, des lois de compétences universelles, etc. Si vous voulez, le problème, ce que je voudrais vous expliquer, mais je n'ai pas beaucoup de temps, c'est que, en fait, dans la lutte entre la mondialisation mafieuse, criminelle ou des puissants et la mondialisation des règles du jeu, la première, c'est comme un moteur au kérosène. C'est-à-dire, elle part à toute allure parce qu'elle saisit les opportunités. Et en fait, les gens comme vous et moi, les gens de la société civile qui se battent pour défendre un certain nombre de choses, c'est comme un moteur au diesel. Ils démarrent avec un temps de retard, ils attendent de s'apercevoir que c'est insupportable pour réagir. Mais rassurez-vous, dans l'histoire, les moteurs au diesel vont beaucoup plus loin que les moteurs au kérosène. C'est-à-dire que quelque part, ils commencent à comprendre, et je pourrais vous donner des milliers d'exemples, ils commencent à saisir les mécanismes, et à ce moment-là, la situation se retourne. Regardez tout ce qui s'est passé autour des paradis fiscaux. Il y a 3 ans, on aurait parlé des paradis fiscaux, il y a à peine un Français sur 10 qui savait ce que c'était. Dans 2 ans, on fait un référendum en Europe pour ou contre les paradis fiscaux. En partie grâce à vous, on gagnera le référendum contre les paradis fiscaux. J'en suis sûr, parce que leur nocivité est en train de se connaître de plus en plus grâce à des organisations comme Attac, dont nous sommes cofondateurs, qui font un travail assez formidable à ce sujet. Je prends par exemple le problème du scandale du non-soin des Africains malades du sida. Bon, tout le monde pensait qu'il était impossible de faire quoi que ce soit. Le lobby pharmaceutique, c'est sans doute l'un des lobbies les plus puissants au monde en termes de corruption. Et il y a 3 ou 4 petites associations qui ont dit, mais si on prive les Africains de médicaments, ça veut dire que le lobby pharmaceutique est un marchand de mort. Et ils ont dit, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort. Mais le lobby pharmaceutique, c'est un fonds de commerce.
Si lui, dont le fonds de commerce est marchand de vie, on lui dit marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, qu'est-ce qu'il fait? Il recule, il recule, il recule, et il n'a pas fini de reculer, il a commencé de reculer. On a trouvé la faille, parce qu'on a trouvé la faille dans le double langage. Autrement dit, les armes pour lutter, les armes du moteur diesel, sont beaucoup plus importantes que vous ne l'imaginez, et il n'y a pas lieu de désespérer, et je vous assure qu'il y a, en matière de justice, des tas d'armes. Le comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde a trouvé quelque chose de formidable. En 1898, en droit international, il y a eu un jugement où les États-Unis ont empêché Cuba de rembourser sa dette à l'Espagne parce que l'Espagne avait installé une dictature à Cuba et les États-Unis ont dit c'est une dette odieuse, illégitime parce qu'elle a été contractée par une dictature. Mais si on applique ce principe de droit international, il y a beaucoup de pays africains qui vont vite être libérés de leurs dettes. Or, c'est les États-Unis qui ont mis le précédent en avant. Donc, on a quand même quelques armes juridiques. Et je pourrais vous en citer des quantités comme ça. Donc, il ne faut pas du tout jeter le manche avant la cognée. Il faut se dire, on a démarré plus tard, mais regardez le forum de Porto Alegre, le forum de Davos. C'est vraiment le concentré de l'étage supérieur. En 2 ans, Porto Alegre a ridiculisé Davos. Et c'est pas fini. Donc, il ne faut pas désespérer. Je vais d'abord répondre à ces 2 questions parce que c'est plus facile en s'en souvenant. D'où vient l'information? L'information, elle est accessible. Même les services secrets vous disent qu'il y a 90% de l'information qui vient des sources ouvertes. Il suffit de faire un travail de chercheur d'or, de dépouiller l'ensemble de la presse française et étrangère. Alors la presse française, il y a une bonne partie des informations, mais vous savez, c'est comme certains poissons dont raffolent les Japonais. Quand vous connaissez bien les désinformateurs, c'est souvent là qu'il y a la meilleure information. Donc il suffit d'isoler le poison et on trouve un certain nombre de choses. Donc vous avez toute la presse française, toute la presse étrangère qui n'a pas du tout les mêmes biais que la presse française, pas toujours. Et puis, on peut se constituer au fur et à mesure un certain nombre d'amis à travers le monde, journalistes, experts, défenseurs des droits de l'homme. Et enfin, depuis 10 ans, il y a des milliers d'Africains qui sont venus nous dire ce qui se passait chez eux et qui ne pouvaient pas publier. Et quand on croise ces 4 sources, on arrive à se faire une idée assez précise quand même de la situation. Sur les causes internes, vous avez tout à fait raison d'évoquer ça parce que j'étais tellement pressé d'arriver à la fin que j'ai oublié une précaution oratoire que j'utilise chaque fois, c'est de dire que je n'allais pas beaucoup parler des causes de la responsabilité des Africains dans cette situation, non pas qu'elle ne soit pas aussi importante, mais parce qu'on vous en parle tout le temps, et qu'il me semblait utile de faire l'information sur dont on ne vous parle pas, c'est-à-dire les responsabilités de l'extérieur. Mais ce serait évidemment une forme de néocolonialisme à l'envers que de dire que les Africains n'ont pas une part importante dans cette situation. Alors, à ce propos, je voudrais dénoncer 2 armes extrêmement importantes, 2 armes idéologiques très importantes du néocolonialisme en Afrique. Et une 3e. La 3e, c'est le mépris, mais j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des gens qui opèrent ces manœuvres de la France-Afrique ou de la mafia-Afrique, ils ont un mépris incroyable de l'Afrique, un mépris invraisemblable. Ils disent l'Afrique c'est une page blanche, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de créativité politique et culturelle, etc. Ce qui est une connerie monumentale, c'est quand on connaît l'histoire de l'Afrique, mais en même temps, il y a un certain nombre d'Africains qui finissent par le croire. Et ça, se libérer de l'effet miroir de ce mépris, c'est un premier point extrêmement important. Le 2e point, c'est que je vous ai expliqué qu'après la colonisation et l'esclavage, l'Afrique a hypertrophié ses solidarités de proximité. Elle doit reconstruire l'étage des règles du jeu et de l'échange et l'étage de son accès à la société.
Alors je voudrais vous dire que je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Tout ce que vous dites, c'est exactement le même constat que nous faisons. Je constate, je crois que vous êtes un peu plus de 200 aujourd'hui. Il y a 3 ou 4 ans, il y aurait eu 15 personnes. Si vous voulez, nous devons vaincre en France quelque chose de terrible. Les Français n'ont pas plus envie de savoir les crimes qui ont été commis par la France en Afrique, des crimes abominables depuis 100 ans, que les Autrichiens de savoir qu'il y avait proportionnellement plus de nazis en Autriche qu'en Allemagne. C'est-à-dire que, quelque part, il y a une protection extraordinaire de l'ensemble des médias, de la classe politique, mais aussi des citoyens contre les mauvaises nouvelles. Je suis en train de vous apprendre des mauvaises nouvelles. Et dans un premier temps, ça fait mal d'apprendre des mauvaises nouvelles. Après ça, on a envie de se battre. Mais personne n'a envie de franchir cette étape. Donc, nous avons dû lutter pendant 10 ans contre une résistance sourde de tout un tas de gens qui voulaient dire tout ça, ça n'existe pas. Nous avons été capables d'imposer le concept France-Afrique. Aussitôt, quelques journalistes bien payés ont été envoyés dans les journaux pour dire la France-Afrique, c'est fini depuis 5 ans ou 10 ans. De même que Chirac vous dit en 1995, les financements politiques, c'est fini depuis 1990. En 2000, il vous dit c'est fini depuis 1995. Et en 2005, il vous dira c'est fini depuis 2000. Bon, eh bien, on vous dit la France-Afrique, c'est fini, alors que ça dure plus que jamais. Mais ce que je remarque, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de savoir et qui commencent à sentir, comme vous le disiez très bien, que ce n'est pas seulement le malheur des Africains qui est en train de se faire, c'est notre propre malheur. Comment pensons-nous que par rapport à un continent qui va bientôt compter 1 milliard d'habitants, nous pourrons avoir des relations pacifiques si nous continuons de vendre à l'Afrique ce que nous avons de pire en termes de voyoucratie? Bon, je crois que c'est de l'ordre de l'évidence. Mais je vais les nommer, je vais vous le dire, puisque j'en mets un chapitre complet dans Noir Chirac, il y a toute une partie qui traite de ça nommément avec tous les gens. Bon. Donc si vous voulez, je n'ai pas peur de donner les noms. La Grande Loge nationale française, qui est la franc-maçonnerie la plus à droite, essentiellement, mais beaucoup plus. Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains, france-africains, appartiennent à la GNF. Tous. Tous les dictateurs. Certains furent sensibles au Grand Orient, oui, avec Christian Lutfi, tout à fait. Mais ils sont tous passés à la GLNF. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que le lobby une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les 3 chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Arkady Guédamac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès qui est un haut dignitaire de la GLNF, tout l'état-major de TF1, une grande partie de la presse régionale, etc., etc., font partie de ces réseaux d'initiés dont j'explique dans Noir Chirac qu'ils ont été constitués dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie. Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers, la scientologie, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie sectaire initiée, mais qui n'est pas seulement la GNF, c'est aussi la mafia. La guerre froide s'est faite avec la mafia, que ce soit la mafia italienne ou la mafia corse. Et la mafia corse, on lui a attribué des fiefs en Afrique. Et il est en train de vouloir revenir en Corse. Il y a une difficulté importante, et là je tiens à être tout à fait précis, c'est que dans l'histoire de France, dans l'histoire de la démocratie, dans l'histoire de la République, la franc-maçonnerie a joué un rôle positif très important. Beaucoup des institutions républicaines, y compris de la construction du bien public, s'est fait à cause, j'allais dire, de la partie positive de l'humanisme franc-maçon. Or, ce que j'explique dans Noir Chirac, c'est que en fait, comme il y a une partie secrète et initiatique, c'est une tentation extraordinaire pour les services secrets de tenter de dévoyer cette partie-là pour faire le secret du secret. Et c'est comme ça que dans l'histoire de la franc-maçonnerie, très souvent, il y a eu des responsables des services secrets qui sont devenus grands maîtres. Il y a eu Barouin, il y a eu récemment Guglielmi, etc., etc. Et comme vous l'expliquez, l'ancien patron de la DGSE, M. Marion,
à dénoncer un système... Excusez-moi, monsieur. Vous avez tout à fait raison. Tous ces enjeux sont profondément liés. Et nous avons créé, il y a 1 an et demi, une association qui s'appelle Bien Public à l'échelle mondiale, qui a fait un travail pluridisciplinaire tout à fait remarquable pour montrer comment, ce que je vous expliquais au début, dans notre mémoire de l'humanité, on sait qu'on est capable de conquérir du bien public par un espèce de moteur à 3 temps. C'est-à-dire qu'on démarre par un bien désirable, c'est-à-dire qu'un bout d'humanité considère qu'il y a quelque chose qu'on doit absolument avoir ou qui est insupportable. Par exemple, l'absence de soins pour les malades du sida ou, à un moment donné, le besoin de pouvoir donner l'éducation aux enfants, etc. Il y a un bien désirable. Et à ce moment-là, il y a un mouvement désirant qui se constitue pour le réclamer. Ce mouvement désirant, il est constitué à la fois des gens qui n'ont pas ce bien, et puis d'un certain nombre de gens qui disent oui, ce serait bien qu'il y ait ce bien. Et ces gens-là, ils constituent une alliance au début tout à fait imparfaite. C'est les petits mouvements dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont secoué le lobby pharmaceutique. Ces gens-là, ils disent il faut trouver un débiteur du bien public. Qui c'est qui va nous donner ce bien public? Alors, dans un premier temps, dans notre histoire, mais c'est encore vrai aujourd'hui, tous les débiteurs, ils disent c'est pas moi, c'est l'autre. J'ai pas les moyens. Vous demandez à la Banque mondiale, c'est pas moi. Le FMI dit c'est pas moi. L'ONU dit c'est pas moi, etc., etc. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On repart pour un tour. Le bien devient de plus en plus désirable parce qu'il est toujours pas là et les gens le veulent. Le mouvement désirant, il commence à trouver des astuces, des failles juridiques, politiques, etc., etc. Et puis il commence à tailler des croupières aux débiteurs qui n'en veulent pas. Ça repart 3-4 tours comme ça. Et puis finalement, à un moment donné, le mouvement désirant, il coince un débiteur. Le débiteur, il peut toujours pas, mais le mouvement, il est tel qu'on va lui en donner les moyens. Quand, au bout d'un long processus, on a dit il faut la santé, il faut la sécurité sociale elle n'avait pas les moyens, mais comme on lui a dit c'est vous la sécurité sociale qui allez le faire, on lui a donné les moyens. Donc tous ceux qui prétendent qu'on ne peut pas conquérir les biens publics parce qu'il n'y a pas de débiteur qui ait les moyens se trompent, parce qu'en fait, le débiteur a les moyens le jour où le mouvement désirant est devenu assez fort pour les lui donner. Et donc, c'est exactement ce type de travail que nous sommes en train de faire, et nous sommes en train d'ouvrir 5 chantiers sur les questions du climat, les questions de la santé, justement, les questions de la justice pénale internationale, les questions du droit maritime, la circulation des mers, et les questions de l'accès au crédit et de la monnaie, parce que la monnaie est un bien public, quand on voit la manière dont aujourd'hui elle est mise entre des circuits criminels. Et par conséquent, ce qui nous apparaît maintenant, c'est qu'en fait, tous ces combats, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ont la même cible. Que ce soit les problèmes de farine animale, que ce soit les problèmes du lobby pétrolier qui refuse de lutter contre l'effet de serre, que ce soit les problèmes de destruction des forêts, c'est toujours la criminalité financière et la dérégulation qui est derrière. Et par conséquent, on peut tout à fait mener des combats communs. L'ethnisme, c'est d'abord la manipulation de l'ethnisme. Un tas de gens qui développent des discours ethnisme, y compris au Rwanda ou ailleurs, n'y croient pas. Mais c'est simplement que c'est une arme politique redoutable pour conserver le pouvoir. Et cette arme politique, elle a été très souvent utilisée par le colonisateur. L'IOT enseignait à tous ses disciples comment dresser les ethnies les unes contre les autres. Donc l'ethnisme, c'est d'abord une manipulation, très souvent. C'est une manipulation pour obtenir le pouvoir. Mais d'autre part, le découpage des frontières a été aussi une manipulation ethnique. C'est-à-dire le fait que ces frontières soient mal taillées, c'était également pour rendre ces pays ingouvernables. Mais en même temps, si vous vous souvenez de tous les leaders indépendantistes du début, ils étaient tous panafricains. Et aujourd'hui encore, les plus éminents esprits qui se battent contre ces problèmes, avec lesquels on peut rencontrer, discuter,
ils sont tous persuadés qu'il n'y a pas d'avenir en dehors du panafricanisme, ou tout au moins d'un débordement considérable des petits pays qui ont été créés pour être invivables par le colonisateur. Si vous regardez le début de l'histoire, les Olympio, les Kwame Nkrumah, les Umniobé, etc., tous ces gens-là, ils étaient panafricanistes, et c'est Focard qui s'est battu avec Oufouette pour diviser ces pays en tout petits morceaux. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez que dans un élan de sagesse inattendu, l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest, anglophones et francophones, ont décidé de créer une monnaie commune, Focard doit se retourner dans sa tombe. Bon, je pense que ça, ce sont des choses qui vont tout à fait dans le sens de la reconquête de l'accès de l'Afrique à l'économie monde. Ça suppose de dépasser les micro-États. Mais justement, si vous voulez, c'est tout l'enjeu, et je voudrais finir par ça, c'est que aujourd'hui, le néocolonialisme a pris au moment de l'indépendance des gens qui étaient ici, fonctionnant en clan ou en famille, pour les mettre ici et pour fonctionner exactement de la même manière, en court-circuitant complètement l'émergence des contre-pouvoirs. Et chaque fois qu'il y en a qui sont apparus, on les a plus ou moins éliminés. Ce n'est pas un hasard si dans ces États rentiers, gouvernés par des clans, chaque fois qu'il y a des gens qui veulent créer de la richesse économique ou des activités, l'administration fait échouer la création d'activités parce qu'un développement productif suscite des contre-pouvoirs des classes de travailleurs et d'entrepreneurs qui ne dépendent pas de l'État. Donc aujourd'hui, la bataille centrale pour développer, je dirais, les indépendances africaines, c'est la bataille qui consiste à développer à tous les niveaux les mécanismes de solidarité et de construction économique, sociale et politique à cet étage-là. C'est cet étage-là, l'étage des valeurs. Si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, le travail essentiel en Afrique, c'est un travail politique, historique, anthropologique, etc. C'est que les Africains discutent, débattent, ils essaient de dire quelles sont nos propres valeurs, qu'est-ce qui va nous permettre de reconstruire, qu'est-ce que nous avons en nous qui nous permet de refuser la corruption, qui nous permet de bâtir des règles du jeu où nous nous reconnaissons, qui ne nous sont pas imposées. Et personnellement, je pense que si les Africains font cela, ils vont apporter énormément au monde. On dit toujours il n'y a pas de contre-pouvoir en Afrique, il y a des chefs, etc. Mais quand vous regardez les chefs, la tradition africaine, il y a une sophistication des contre-pouvoirs, de capacité d'empêcher le chef de délirer, tout à fait extraordinaire. Pour moi, il y a autant de réserves, d'inventivité politique dans les traditions africaines qu'il n'y a de réserve pour les médicaments du futur au XXIe siècle dans les forêts africaines. Je crois tout à fait que l'Afrique va être capable d'inventer des formes de démocratie, des formes de contre-pouvoir, de légitimité, de solidarité et d'échange qui vont nous apporter beaucoup. Mais pour qu'elle y arrive, la première condition, c'est qu'elle ait confiance en elle-même. Ça, c'est un ballon, ça ne fonctionne qu'en la confiance. Si les Africains n'ont pas confiance en eux-mêmes, ils ne seront pas capables de déployer tout ce qu'ils ont et qui vont leur permettre de construire ces étages dont ils ont montré dans le passé qu'ils étaient parfaitement capables de les construire. Alors, moi, excusez-moi. Oui, je voudrais simplement, pour terminer aussi, féliciter une maison marseillaise, Agone, qui s'est lancée dans la publication très courageuse des dossiers noirs, car il faut un certain culot pour publier cette littérature. Merci. Excusez-moi, je voudrais juste donner le titre de